Bien, alors, ce premier volet, on peut l'intitrer, euh, si hier on a parlé de la critique du régime de croissance, aujourd'hui on parle de la critique du régime de la décroissance. Régime de la décroissance, je pense à- à au plan, à la configuration, on peut dire, du régime de la décroissance dans sa version mainstream, on peut dire. Hein. Donc, comment le régime de décroissance est pensé. Et, eh bien, je pense que par rapport à ce qu'on a dit hier, dans la matinée et dans l'après-midi, c'est-à-dire d'une part la description du régime de croissance de manière générale, hein, et abstraite, on peut dire, et d'autre part la réalisation historique du régime de croissance jusqu'au point, au nœud final, c'est-à-dire à ce qui s'est passé dans les années 70, et donc à la question, à la bifurcation qu'on a évoquée entre la possibilité de vivre dans la souveraineté et le choix inverse qui a été fait, qui a été réalisé, c'est-à-dire la précarisation mobilisante, et donc le retour au service. Alors, par rapport à ce cadre, est-ce qu'on peut dire que le régime de décroissance, ainsi qu'il est pensé aujourd'hui par nos camarades euh, autour du monde, et représente vraiment une alternative? Euh, alors, je pense que non, dans la, 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 la manière dans laquelle on pense la décroissance, franchement, à mon avis, ne répond pas à quand des points de crise du régime de croissance, les défis, hein, du renversement du régime de croissance n'est pas du tout, à mon avis, euh, prise en charge par le projet de la décroissance ainsi qu'il vient se... je sais que l'objection c'est toujours oui, mais la décroissance c'est beaucoup de choses, c'est un pluriverse et tout ça. Mais quand même, il y a des points fondamentaux dans le discours de la décroissance, dans le récit de la décroissance, qui sont euh, qui sont très, très forts et qui minent, à mon avis, la viabilité du projet et la possibilité qu'il répond vraiment aux problèmes posés par le régime de croissance. Alors, ce n'est pas simplement, comme on l'a dit, comme on l'a dit surtout les anti-utilitaristes qu'on a reproché à la touche et au décroissant, l'usage même du mot décroissance, parce qu'il baigne, comme on sait, dans le fétichisme économique. Hein. Alors là, je pense que Serge Latouche a su bien répondre à cette objection. Donc, il n'est pas question du fait que si on veut sortir du paradigme économiste, il faut donc renoncer au mot décroissance parce qu'il fait référence au monde économique, à la question matérielle. Alors la touche a répondu que oui, si on veut percer dans l'hégémonie actuelle, il faut de quelque manière utiliser le même langage et chercher de provoquer avec une renversion. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais quand même, le concept est clair. Alors, plutôt, je pense que et ici je réponds à la question qui a été posée hier et que j'ai dit oui. Ici je réponds longuement à la question qui a été posée par rapport au fait que oui, la question anthropologique c'est bien, mais la question fondamentale c'est la question écologique. Hein. Et donc oui, l'anthropologie, d'accord, mais
ce qui est fondamental dans la question écologique. Alors là, on voit le spectre, on peut dire, de la catastrophe. Donc, je pense que la légitimation fondamentale du projet de décroissance baigne dans le spectre de la catastrophe, l'évocation du spectre de la catastrophe écologique. On ne peut pas rester dans ce monde, on ne peut pas rester dans le régime de croissance parce que il nous conduit vers la catastrophe. Là, c'est l'argument fondamental. Et on ne peut pas nier ça. Toutes les alternatives, oui, on pense aux relations et tout ça, et on cultive d'autres valeurs par rapport. Oui, toute la construction sociale et anthropologique vient après. Mais la caution, on peut dire, logique, à la base de la décroissance, c'est le spectre de la catastrophe. Alors, il faut, je pense, réfléchir bien sur le spectre de la catastrophe et sur les enjeux de cette évocation, de l'évocation de la catastrophe. Premièrement, j'étais marqué beaucoup par une conférence de Wolfgang Sachs il y a 20 ans, je pense, et dans un public de décroissantes et des croissantistes, il disait le problème de la catastrophe est qu'elle ne se produit jamais. et quand elle se produit vraiment, on n'aurait pas là pour faire quelque chose d'autre. Donc, si on espère dans la catastrophe, on est perdu. Ce qui se produit, ce sont des dégâts ponctuels. La grande catastrophe, c'est difficile à imaginer. Et même s'il y aura une grande catastrophe, à ce point, tous les discours sur la croissance n'aurait pas aucun sens, n'aurait plus aucun sens. Donc, si on évoque le spectre de la catastrophe, la décroissance devient une nécessité. Elle n'est plus un choix politique, elle devient une nécessité. Et cette nécessité est au fond dictée par un diagnostic technique, un diagnostic d'expert, parce que je ne peux pas voir la catastrophe autour de moi. Et l'insoutenabilité de notre régime, la soutenabilité écologique, l'incompatibilité entre le métabolisme social et le métabolisme de la nature et tout ça, est quelque chose qu'il faut calculer, qui nécessite le diagnostic fourni par des experts. Alors là, on est déjà dans les mains des experts. Les experts deviennent décisifs soit pour le diagnostic et soit pour les solutions politiques. Cela est physiologique, on ne peut pas faire autrement. Alors, quel est le problème? Le problème est que, une fois de plus, dans cette perspective, le Tolkien expulse le legain, le leguin, comme on l'a dit. La diagnostic technique remplace le choix démocratique. C'est les experts qui nous disent non, on n'est pas possible de soutenir ce régime. Il n'est pas possible de vivre comme ça. Votre mode de vie est en erreur. Vous vous trompez, c'est une faute. Alors là, toutes les solutions qui viennent après, même si ce sont des solutions qui ne sont pas dictées des experts, d'accord, on ne peut pas imaginer que les solutions ne sont pas dictées par les experts, et il y a une grande effervescence sur ça, une vaste littérature qui parle de qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance, la sobriété, comment faire. Il y a beaucoup de tentatives de préfiguration d'une société de croissance.
Et là aussi, la compatibilité écologique des modes de vie devient une variable indépendante, une finalité unique et pré-politique, on peut dire. Tout va bien, mais il y a un principe pré-politique, il faut une compatibilité écologique qui est non négociable. On ne peut pas discuter à propos de ça. On peut faire ce qu'on veut, mais on doit respecter la compatibilité écologique, en dehors de toute discussion. Alors là, oui, on peut le nier, mais s'il arrive une forme de technocratie, une intelligence artificielle qui nous dit comment on peut faire, et marche beaucoup mieux de nos solutions de proximité, alors là, il serait difficile de dire non. Si une technocratie assure une compatibilité écologique et nous dit comment faire, comment s'organiser, et on le fait, en Chine on le fait maintenant. Okay? En Chine, la transition écologique l'ont déjà fait. Il y a toutes les voitures sont voitures électriques, presque toutes. Donc c'est facile, du point de vue technique. On peut même penser qu'une société comme la nôtre peut résister et peut se reproduire en adoptant un principe de compatibilité écologique. Et rien ne change. Dans nos vies, rien ne change. Donc si une technocratie nous propose, nous fait voir la possibilité de nous organiser en respectant la compatibilité écologique, pourquoi pas? Qui aura la force de se poser? Mais à part ça, je pense que le fait que nous, en tant que décroissantistes, adoptons l'imaginaire de la catastrophe, là c'est un symptôme, à mon avis, de notre aphasie politique, on peut dire. Alors, l'imaginaire de la catastrophe, je pense que c'est un imaginaire qui prend pied dans nos sociétés, non pas seulement dans les milieux décroissantistes, écologistes et tout ça, mais partout. Je pense que c'est un phénomène social très répandu. La prise, on peut dire, de l'imaginaire de la catastrophe. Et la demande que je me pose est pourquoi nous évoquons, si on voit par exemple la production cinématographique hollywoodienne, un film sur deux sont dédiés à la préfiguration d'une catastrophe. Il y avait en particulier une chaîne télévisée italienne qui transmettait tous les soirs un film qui évoquait la catastrophe. Et dans les gens étaient impliqués, arrive un astéroïde, c'est quelque chose Pourquoi l'imaginaire de la catastrophe est si présent dans nos sociétés? Je pense que cela est dû à ce qu'on a appelé hier le paradoxe de Bauman, c'est-à-dire le fait que le veto de la petite liberté est très fort par rapport à la grande liberté, à la liberté politique. Et cela nous fait voir un monde qui est, au fond, immuable. Le monde devient immuable. Si chacun de nous est poussé dans une orbite totalement particulière, individuelle, alors là, il devient impossible de penser quels sont les moyens à travers lesquels on peut penser à une transformation du monde. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de lieu
dans lesquels on parle de comment construire notre monde. Il n'y a plus les lieux dans lesquels on fait ça. Alors, dans ces conditions, à tout le monde, le monde apparaît comme immuable. Et si le monde est immuable, l'unique espoir est qu'il arrive une catastrophe qui détruit ce monde. On commence à désirer la catastrophe. On commence à désirer la fin de ce monde. Parce que s'il nous apparaît immuable et je n'ai pas les moyens, les voies qui me conduisent à la possibilité de construire avec les autres le monde, alors l'unique espoir pour moi, c'est de voir ce monde complètement détruit. Donc l'imaginaire de la catastrophe est quelque chose duquel nous n'avons pas peur, mais que nous désirons au fond. Okay? Et je pense qu'à la base du projet décroissantiste, il y a le désir de la catastrophe comme unique voie de sortie. La catastrophe, c'est l'unique voie de sortie. Et là, c'est les analyses de Zygmunt Bauman de ce monde qui est liquide, il a décrit notre monde comme liquide, mais une liquidité dans un cadre de parfaite solidité, d'immobilité. Donc la liquidité, c'est la liquidité des relations, des options, et tout ça, mais ce monde est immuable. C'est la multiplicité de chances de vie, on dit, mais ces chances de vie sont rétrécies dans la sphère individuelle. C'est l'équivalence universelle dont parlait Baudrillard. Chacun peut dire je veux ça, je fais ça, et tout, mais le monde reste le même. Et donc, cette équivalence universelle, cette liquidité solide, nous porte naturellement à imaginer, à vouloir, à désirer la catastrophe. Donc, l'idée de la catastrophe est l'idée d'une nature toute puissante qui peut enfin nous libérer de notre inutile autonomie politique, qui nous est concédée sur la carte, mais qui n'est pas viable. Et donc là, on invite la nature à faire le sale boulot. Okay? C'est de nous donner une alternative. La nature ne veut pas que nous continuions dans cette mode de vie, et donc elle nous indique la voie et nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense que le recours au spectre de la catastrophe, à la nécessité de changer, c'est un symptôme de notre faiblesse politique, la faiblesse politique de la décroissance. Et donc, d'où à cette faiblesse, nous cherchons une alliance avec une puissance supérieure et transcendante, la nature, et qui dit « je ne veux pas », et donc je vous pousse à faire quelque chose d'autre. Mais là, la question, c'est un peu... Peut-être on en a parlé il y a 8 ans ici. La question fondamentale est pourquoi survivre, Parce que on prend pour... il ne faut pas... nous pensons qu'il ne faut pas démontrer que le risque pour la vie, c'est un risque qui va argumenter. C'est-à-dire, quand on dit il faut changer de direction, il faut entreprendre la voie de la décroissance, autrement il y aura une catastrophe, autrement notre vie sera perdue. La question est pourquoi survivre, C'est une question banale? Non, c'est une question fondamentale. Parce que elle se renoue au fait que nous sommes dans un régime de vie pour la vie. Nous sommes dans la vie pour la vie. Cette condition est une conséquence du régime de neutralité.
et soit du régime de croissance. On l'a dit hier, le régime de croissance, le régime de neutralité est un régime dans lequel on ne s'immisce pas dans la question du sens de la vie. Le régime de croissance assure simplement l'amplification de la vie de manière que chacun puisse en faire ce qu'il veut, puisse décider le sens. Et donc le sens reste une question totalement privée. Et l'institution publique ne doit pas s'immiscer dans la question du sens de la vie, se bornant à faire croître la vie biologique. Alors, si nous adoptons ce système, si la question de la vie ne mérite pas d'être expliquée parce qu'il est auto-évident, il faut préserver la vie, et si nous ne disons pas pourquoi il faut préserver la vie, nous restons dans le paradigme de la croissance. Nous sommes complètement plongés dans cela démontre le fait que nous utilisons l'argument par lequel il faut entreprendre la décroissance, sinon notre vie sera perdue, sera détruite. Ça veut dire que nous sommes complètement plongés dans le régime neutraliste. Le régime neutraliste qui nous dit que la vie est la question fondamentale et la question unique de laquelle les institutions publiques doivent s'occuper. J'ai mis un épigraphe, une citation de Serge Latouche à un chapitre de l'occidentalisation du monde. C'est une citation que je lui reproche continuellement parce que je dis, toi écris ça, tu ne te rappelles pas d'avoir écrit ça. Il dit, le projet de l'éthique bourgeoise est d'éliminer la mort sous toutes ses formes et d'imposer comme valeur la vie sans autre qualité. L'exaltation de la vie biologique comme une valeur suprême est inhumaine et détruit le sens même de l'existence dans son épaisseur qualitative. L'Occident, en désenchantant le monde, fait de la vie terrestre la valeur par excellence. Alors je dis à Latouche, mais tu vois que ton programme des 8 arts est un programme pour préserver la vie, pour préserver la vie terrestre qui devient la valeur par excellence. Et on n'a pas aucun rapport plus avec la mort. On ne donne pas un sens à la mort. Alors là, je pense que, en fin de compte, le principe qui est à la base de notre société présente, c'est le principe de la croissance pour la croissance. Il faut croître, parce que si on croît, on n'a plus de chances de vie. Le principe de la croissance pour la croissance n'est qu'une déclination, on peut dire, euphorique du principe de la vie pour la vie, qui est propre à la décroissance. En fin de compte, la décroissance, c'est ça. Tous les discours, je répète, tous les discours, parce que l'objection est toujours la même, tous les discours sur mais non, mais nous, en tant que décroissants, nous pensons à une autre forme de vie et tout ça, ça vient après. OK? Ça vient après. Et à la base, il y a l'idée qu'il faut défendre le principe de la vie pour la vie. Et je pense que le principe de la vie, c'est une déclination du principe de la croissance pour la croissance. C'est la même chose. La croissance pour la croissance est la logique d'un temps antérieur dans lequel on pensait que les ressources étaient illimitées. Et donc, on pouvait se permettre le principe de la croissance pour la croissance. Maintenant, on a découvert que techniquement, ça chose ne marche pas parce que les ressources sont limitées. Et donc, il faut maintenir le même principe de neutralité, de vie pour la vie, mais en faisant moins, en restant dans les limites de la compatibilité écologique. Et donc,
le risque que je vois est que la décroissance devienne une technique de préservation et de reproduction neutre de la vie. Ce passage de la croissance à la décroissance a le même objectif final, qui est la vie au-delà de toute signification, de tout légume. Le légume vient après, je dis, oui, nous on a... Mais le fait que nous préfigurons d'autres valeurs, d'autres modes de faire, d'autres formes de relations, ce n'est pas une prérogative des décroissantistes. Même les croissantistes cherchent un bien-être qui n'est pas simplement basé sur la matérialité et tout ça. Ce n'est pas on n'a pas l'exclusif sur ça. Mais le point commun reste toujours le même. La vie au-delà de toute signification, de toute légume. Alors là, j'ai écrit auparavant un essai sur le rapport de décroissance et démocratie qui est sorti sur un nombre monographique de la revue Futures. Je ne pense pas que le rapport entre démocratie et décroissance soit si harmonieux. Il n'est pas dit que décroissance et démocratie aillent de pair. Parce que je pense que il n'est pas nécessaire qu'un régime démocratique conduit vers la décroissance et qu'au contraire, ou vice-versa, un régime de décroissance nécessairement prévoit la démocratie comme système. Si pour décroître, il faut céder sur la démocratie, et alors là, l'urgence pour la vie a la prééminence. Alors là aussi, l'argument qu'on utilise souvent de la mesure du bien-être, quand on dit, mes camarades de Barcelone surtout, font des calculs pour démontrer que de quelque manière, si on mesure différemment le bien-être, pas simplement sur le produit brut national, le PNB, mais avec d'autres instruments, avec d'autres mesures, on voit que notre bien-être est diminué par rapport à quelques années auparavant. Il y a cet argument, l'argument si on mesure différemment le bien-être, on voit que dans les régimes de croissance, le bien-être n'est pas répandu. Et l'autre argument aussi, c'est la croissance comme productrice d'inégalité et comme productrice d'affaiblissement des relations sociales. Alors, tous ces arguments, à mon avis, sont arguments faibles, parce que si on le voit, aussi mes collègues qui font économie standard, on peut dire, se posent la question de la mesure du bien-être. Ce n'est pas une prérogative, une exclusive des décroissantistes. Parce que la finalité, c'est toujours le même, c'est être mieux, c'est être toujours mieux. Et donc, si ce côté de critique est aussi problématique, parce que oui, c'est vrai que même les utilitaristes, même Bentham, ne pensaient pas que une vie heureuse correspond à une vie de bien-être matériel. Non? Il le disait explicitement. Il disait que quelqu'un peut concevoir que une vie bonne est une vie dédiée complètement à la poésie et sans aucun confort matériel. Et ça, c'est bon. Donc, c'est les utilitaristes qui nous disaient ça. Il n'est pas nécessaire d'être anti-utilitariste pour dire vive la poésie et abat les instruments digitaux.
c'est quelque chose qui ne casse pas le système, qui ne perturbe pas le système. Et aussi la production d'inégalités. Ce n'est pas comme ça, parce que comme on l'a vu avec le régime de verticalité, la croissance a été aussi bien répandue. Les indicateurs de Gini, qui nous dit le niveau d'inégalité dans une société, nous révèlent que pendant les 30 glorieuses, on a acquis dans les pays occidentaux social-démocrates des niveaux d'égalité vraiment importants. Et donc, même si cet argument, c'est pas si fort, et pas si fort. Et en tout cas, tous ces arguments, l'inégalité, l'affaiblissement des relations, c'est pas que dans le régime de la croissance, les relations sont interdites. Mais si on voit, même sur les chaînes digitaux, la recherche de relations, c'est continuel. On a des vies vraiment, nos jeunes ont des vies pleines de relations. C'est pas là le point d'opposition à ce régime. En effet, tous ces arguments, l'inégalité, l'affaiblissement des relations, la mesure du bien-être et tout ça, révèlent qu'on est toujours dans la logique moderne du bien-être, du mieux-être, être toujours mieux. On se rend compte qu'une vie complètement dédiée au bien-être matériel est une vie sèche, donc on fait autre. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans une autre logique. On est toujours dans la logique moderne de la recherche continuelle de la valeur, du mieux-être et tout ça. Nous sommes toujours, je pense, dans un paradigme, la décroissance se pose, à mon avis, dans un paradigme de modernisation réflexive. La modernisation réflexive est une formule qui a été inventée par Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, ce sont les principaux sociologues contemporains. Et ils se posent la question de la modernisation réflexive, c'est-à-dire le fait que la modernité a produit de bonnes choses, mais quand même il y a beaucoup de zones d'ombre, et donc il faut intervenir sur ça. Et cela est un autre paradigme, je pense que non. C'est une logique normale. On fait un contrôle, comme on fait un contrôle dans nos voitures, pour voir si les choses vont bien. Et l'objectif reste toujours, dans la modernisation réflexive, l'acquisition du maximum de possibilités de faire et d'être dans les conditions données. Okay? Dans les conditions données. En prenant en compte le fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a des limites écologiques, il y a des limites. Mais l'objectif reste toujours le même. Comment organiser la vie pour faire en manière que chacun puisse être et faire au maximum possible de ses possibilités. Les modernisateurs réflexifs ne se distinguent pas des bons modernisateurs. On est toujours là. Et je pense que la décroissance rentre en plan, dans sa version mainstream, dans un paradigme de modernisation réflexive. Même quand on dit qu'avec le régime de croissance, les prisons vont augmenter, la criminalité et tout ça. Mais c'est une modernisation réflexive, c'est ça. La décroissance, en fin de compte, est présentée comme la meilleure solution pour assurer la survie, le bien-être et le dispositif désirant qui est à la base de nos sociétés, à la base
donc pour assurer la meilleure solution à chacun et à chacune pour avoir un bien-être, pour continuer à survivre et pour préserver le dispositif désirant. Le modèle anthropologique du sujet qui va vers l'objet détenteur de valeur. Donc je pense qu'en fin de compte, le modèle anthropologique et même institutionnel de la modernité croissantiste est complètement reconfirmé dans les conditions actuelles. On peut dire, si on prend une autre perspective, que la décroissance projette sur l'ensemble du vivant l'attitude servile qui est typique de l'individu atomisé. On peut dire ça. On peut dire que cette condition qui était propre de l'existence particulière, on a dit avec Bataille que l'existence particulière risque toujours de succomber, et donc quand on est particularisé, quand les individus sont particularisés, ils ne pensent qu'à la survie. Et donc ils sont dans une sphère complètement servile. Le risque est que la décroissance imagine et projette sur l'ensemble du vivant cette attitude servile qui est typique de l'individu une fois qu'il est atomisé. Et en effet, dans la décroissance, la rareté est vue comme le problème fondamental. Il faut consacrer toute l'énergie à la survie de la planète et de ses habitants. Et le problème fondamental est que l'énergie qui nous vient du Soleil, qui se projette sur les ressources naturelles, n'est pas suffisante parce que les ressources ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut reconfigurer nos sociétés de manière que l'énergie et les ressources qui sont alimentées par l'énergie suffisent pour garantir la survie de la planète et de ses habitants. Et donc, on est dans une sphère servile totale, on peut dire. Il n'y a pas place pour l'excédent. Et en effet, si l'on voit les recettes pour la décroissance, je pense aussi à la donut economy, je pense à différentes tentatives qui ont été faites de construire une société de décroissance, consiste en une liste d'attitudes et de pratiques qui sont compatibles avec la pénurie de ressources. C'est ça, le jeu c'est ça, c'est construire une série d'attitudes et de pratiques qui nous permet de rester dans les limites et donc de faire face à la pénurie des ressources. On peut dire même que le modèle anthropologique de la modernité reste confirmé, reste intact, mais il finit pour être encadré dans des formes institutionnelles qui ne peuvent pas le loger, qui sont incompatibles avec la tendance, l'attitude fondamentale de l'anthropologie moderne. Je pense par exemple, vous savez, le programme des 8 arts de Serge Latouche, on peut le lire comme un modèle qui a comme objectif de rester dans cette limite. Réduire les mots d'ordre des 8 arts, réduire, réutiliser, recycler, sont des techniques de quelque manière pour rester dans ces limites. Et puis reconceptualiser, réévaluer. Mais je vais me focaliser en particulier sur le mot relocaliser, parce que, vous savez, relocaliser, c'est-à-dire faire de manière que poursuivre une sorte d'autarchie locale dans laquelle tous les biens sont produits localement et sont consommés localement. Cela, c'est
l'un des mots d'ordre du programme des 8 arts. Et il dit, Serge Latouche, qu'il faut rester d'un maximum de 30 000 habitants pour chaque ville. Mais là, je me demande, mais pourquoi un sujet moderne, hein, qui, de quelque manière, inspiré par la liberté et tout ça, doit se convaincre qu'il faut rester toute la vie dans la communauté locale, c'est pas impossible de penser autre, d'aller. Je pense que on veut préserver le même modèle anthropologique, mais en le plaçant dans des cadres, des limites qui sont insupportables pour le sujet même. Et donc c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas penser une alternative comme une série de pratiques, d'expériences, de stratégies pour contenir la vie, hein, contenir la vie, et en ayant l'intelligence de comprendre la nécessité de contenir la vie, mais en préservant le modèle anthropologique d'un sujet qui pense la vie comme accès aux valeurs, à la valeur et tout ça. En plus, il y a l'autre question, c'est l'alternative conformiste, la question de l'horizontalité. Alors, mis à part tous ces arguments que j'ai évoqués ici, en admettant qu'il faut décroître, que la décroissance est juste et nécessaire, alors là, la question fondamentale, à mon avis, c'est que la décroissance adopte, dans la majorité des cas, une stratégie et une posture horizontaliste. Et l'adoption d'une posture horizontaliste rend complètement inoffensive l'alternative de décroissance par rapport au régime de croissance, à mon avis. Alors là, je pense que la décroissance suit un modèle que j'ai appelé d'alternative conformiste. Hein? La décroissance, mais pas seulement la décroissance, je pense aussi au mouvement pour les biens communs et tout ça, suit un modèle que j'appelle alternative conformiste. Il y a une alternative, c'est une sorte de oxymore, on peut dire. Hein? La décroissance se présente comme une alternative à cette société, mais une alternative conforme, qui a la même forme du régime qu'elle veut renverser. Et donc, pour cette raison, je pense qu'elle reste inoffensive. Qu'est-ce que ça veut dire, modèle de l'alternative conforme? C'est-à-dire que la décroissance, d'une part, au niveau critique, hein, sur le plan critique, dénonce les conséquences néfastes du mode de régulation horizontale, c'est-à-dire du néolibéralisme, et des conséquences du mode de régulation horizontale qu'on a vu hier, les conséquences écologiques, économiques, politiques, sociales. Hein. Donc, les conséquences, premièrement, les conséquences écologiques, le fait qu'on est revenu bel et bien à faire marcher de la nature, à marchandiser la nature. On est revenu bel et bien à ça. Dans la période verticaliste, cela a été un peu amortisé, on peut dire, mais maintenant, on est complètement dans la marchandisation de la nature. Les conséquences économiques, parce que le cycle économique n'est plus contrôlé avec les moyennes keynésiennes, les instruments de politique keynésienne qui nous permettaient de contrôler le cycle, et maintenant le cycle n'est plus contrôlé. Conséquences politiques, c'est-à-dire
un cadre politique qui est complètement neutralisé, hein, une politique de neutralisation dans laquelle il est impossible de penser à un autre modèle de justice, les conséquences sociales, c'est-à-dire l'affaiblissement des relations et tout ça. Donc, sur le plan critique, on est complètement d'accord. Hein. Les décroissantistes dénoncent les dégâts d'une régulation horizontale. Parce que ce sont les dégâts d'une régulation horizontale qu'on dénonce. Hein? Mais de l'autre part, celle qu'elle propose est une radicalisation de la forme de régulation horizontaliste. Hein? Dans d'autres moyens, dans d'autres formes, pas sur le plan simplement économique, mais sur le plan social et politique. Hein? Donc, comme Polanyi, les décroissantistes dénoncent le blind improvement, c'est-à-dire le développement, l'amélioration aveugle, hein, qui était propre au marché autorégulateur. Hein? Et donc, il évoque la possibilité de récupérer et de rétablir une sorte d'autonomie humaine dans laquelle les processus sociaux et économiques sont contrôlés par l'humain et ne sont pas plus automatiques. Hein? Mais ils ne vont pas jusqu'au fond à exiger un rétablissement d'un régime, entre guillemets, vertical. C'est l'unique qui peut faire face aux dégâts de la régulation horizontaliste. Et là, pourquoi ça arrive? Parce que la critique est complètement déclinée sur le plan des valeurs, on revient à quelque chose qu'on a dit hier, le plan des valeurs, et non pas sur les plans des formes. Hein? Les dérives écologiques et sociales sont attribuées en exclusif pas à la régulation horizontale. Hein? Donc, il dénonce les effets de la régulation horizontale, mais c'est difficile de voir la connexion entre les effets de la régulation horizontale et la connexion entre les effets de la régulation horizontale et la régulation horizontale même. Et on attribue les dégâts de la régulation horizontale aux valeurs, au fait que dans notre société, les valeurs qui sont cultivées sont des valeurs qui prônent pour la croissance. Et donc, le combat qu'il faut entreprendre, c'est un combat sur les valeurs, hein, et non sur les formes. Donc, c'est pas assez clair. La dénonciation des problèmes de ce monde, hein, il y a une dénonciation, une critique forte aux problèmes fondamentaux de ce monde, d'accord, mais ces problèmes ne sont pas attribués à la forme du système. Ils sont attribués aux valeurs cultivées dans le régime de croissance. Donc, il faut, selon les décroissantistes, une lutte culturelle, la fameuse décolonisation de l'imaginaire. Quels sont les problèmes de cette perspective, de cette stratégie? L'idée d'une lutte culturelle. Le problème, c'est que avant tout, le défi, hein, est très urgent. Hein, c'est vrai que nous, on est sur le seuil de la catastrophe. C'est pas que je ne le reconnais pas. Hein, je veux que c'est clair sur ça. Je suis complètement convaincu que nous, on va envers le désastre si nous continuons avec le régime de croissance. Hein. C'est clair que je parle de là. Alors, le défi est urgent. Oui, il y a la catastrophe qui nous guette. Hein. Mais cette lutte
culturelle, si elle est impostée sur un plan complètement culturel, est nécessairement très lente, très très lente. Hein. Donc il y a l'urgence de la survie d'une part, hein, et de l'autre part, on entreprend une stratégie qui nécessairement est basée sur l'idée qu'il faut convaincre tout le monde du fait qu'il y a une catastrophe, du fait qu'il faut changer de régime et tout ça. Il faut cultiver d'autres valeurs, non pas la matérialité et tout ça. Donc, pour avoir raison de ça, il faudrait une hégémonie culturelle mondiale, on peut dire, hein, et donc la conquête des forges de l'opinion publique, par exemple. Alors, si se pose ça comme objectif, l'idée qu'il faut forger l'opinion publique et donc il faut conquérir les mass médias et tout ça, les médias digitales, hein. Mais ce n'est pas ça la voie et ce serait aussi ridicule, hein, on pense ça. Alors on se réfugie dans l'autre stratégie, qui est la stratégie de la simplicité volontaire, hein, de la préfiguration, la stratégie de la préfiguration. L'idée qui, si on, dans des petits cercles, hein, petits cercles élite consciencieuse, hein, on met en scène, ici et maintenant, la préfiguration de ce qu'une société de décroissance serait, hein, ou de post-croissance, comme on l'a dit. Là, on va donner le bon exemple à tout le monde, et donc les gens autour de nous, on verrait que la chose est possible et même désirable, et donc on va choisir ça. Je pense que c'est une énorme consolation de penser que ce que nous faisons dans des petites niches, les formes, les co-villages, ou la transition town et tout ça, va donner le bon exemple. Et se présente comme quelque chose de vraiment désirable. Quand je suis allé en Chine, j'ai vu les yeux des jeunes qui sont encore enchantés par le spectacle des lumières, des centres commerciaux qui sont arrivés, les hypermarchés, tout ça. Ils sont vraiment enchantés. Hein? Donc, il y a quelque chose dans ce monde qui apparaît beaucoup plus séduisant et beaucoup plus désirable. Hein? Et donc, je pense que notre représentation, préfiguration d'un monde nouveau n'est pas si séduisant. Hein? Permettez-moi de dire ça. Donc, ce bon exemple fourni par les avant-gardes consciencieuses, je pense qu'il n'aura pas influencé les masses. Hein? Mais au-delà de ça, au-delà de la faiblesse, on peut dire, de la stratégie, hein, je pense qu'il y a une question de fond, c'est-à-dire que la croissance, comme je l'ai expliqué hier, n'est pas une valeur, hein, mais le résultat presque nécessaire d'une forme, hein, qui est la forme horizontale, qui est la forme du naturalisme, d'une forme institutionnelle. Hein. Donc, là, si on insiste sur le fait que la croissance est une valeur, je pense qu'on est perdu, parce que même si on va gagner la lutte pour les valeurs, hein, pour imposer d'autres valeurs, je pense que rien ne va changer si on ne change pas la forme, pas la forme institutionnelle. Alors, pourquoi le changement politique passe pour un changement de forme et la métamorphose morale ne suffit pas, hein? Pourquoi l'horizontalisme décroissantiste est impuissant, je pense, contre l'horizontalisme croissantiste, hein? Fondamentalement, c'est parce que, comme le dit Mauro Magatti, je reviens sur Mauro Magatti,
ce système, le système qu'il appelle techno-nihiliste, hein, le capitalisme techno-nihiliste, donc fondé sur deux volets, le volet technique qui augmente la capacité pour chacun de faire et d'être, la techné, et le nihilisme, c'est-à-dire l'indifférence aux valeurs, l'indifférence, la possibilité de faire ce que ce soit, de renverser constamment les valeurs. Hein. Le capitalisme d'aujourd'hui est basé sur ça, sur un fondamental nihilisme. Je m'en fous de ce que vous faites, hein, vous, les subalternes au capitalisme. Je m'en fous de vos valeurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. L'important, c'est de préserver la dimension technique et fonctionnelle. Alors, ce système de capitalisme techno-nihiliste est basé sur une nette séparation entre fonction et signification. C'est-à-dire que justement, les fonctions, le système est basé simplement sur la construction de plateformes techniques, hein, fonctionnelles, qui permet aux gens de circuler, de faire au maximum niveau, et la dimension de la signification, la dimension qui n'est pas publique, hein, qui est laissée à la dimension privée. Et c'est justement l'indifférence aux valeurs qui est produite, hein, par le système, qui génère la dérégulation. La dérégulation écologique est un effet de cette indifférence aux valeurs. Et donc, si on veut, comme le proposait Michel Foucault, je pense que c'est à la base de beaucoup de stratégies politiques contemporaines, hein, parce que de fait, il proposait un passage de la politique à l'éthique. Et donc, nous, en tant qu'Antecroissance, nous sommes pleinement dans cette logique du passage de la politique à l'éthique. Hein. La politique devient éthique, devient une forme de conduite personnelle. On pense que si on change la conduite personnelle, on changera le monde. Il faut partir de soi, c'est la fameuse formule. Et bon, je pense que la dimension éthique est totalement inoffensive pour le système. Parce que le système, non seulement n'empêche pas la prolifération d'alternatives éthiques, d'un pluriverse d'alternatives éthiques, mais elle va promouvoir continuellement la production de cette alternative. Parce que cela signifie donner des chances de vie différentes qui alimentent le système, hein, basé exclusivement sur un plan technique. Hein. Donc, c'est un système qui s'alimente de la prolifération de valeurs, de significations différentes et contrastantes entre eux. S'alimente de cette équivalence universelle. Alors, la décroissance dans ce système risque de devenir l'un des produits sur l'étagère, okay, qu'on peut choisir. Et le capitalisme techno-nihiliste ne dit pas non. Oui, faites votre alternative ici et maintenant, préfigurez ce que vous voulez, et la chose reste là, reste comme un produit à choisir. Alors je pense qu'il faut complètement déplacer la lutte pour la décroissance du champ des valeurs au champ des formes. Des formes institutionnelles.
je pense qu'il faut revendiquer la lutte pour la décroissance comme une lutte pleinement politique, mais je dirais plus régulatrice, non pas simplement politique. On a vu que politique et régulation souvent ne coïncident pas. On l'a vu hier quand on parlait de la possibilité que les régimes autoritaires et les régimes social-démocrates étaient politiquement opposés, hein, mais du point de vue régulatif, épousaient la même forme. Donc, on a vu aussi que le marché autorégulateur, donc la forme horizontale, a été adopté dans une période, dans le 19e siècle, de restauration, hein, des pouvoirs nationaux. Donc la politique ne marche pas toujours avec la régulation. Ce sont deux champs différents. Alors, c'est une lutte politique certainement, mais pour accéder à la régulation, pour prendre les clés de la régulation. En sachant que le seul verticalisme ne suffit pas, on l'a dit plusieurs fois. Le verticalisme a servi la croissance dans le XXe siècle, hein, et a servi la croissance de manière très fidèle, on peut dire, hein, et avec une grande réussite. On a les niveaux de croissance qu'on a acquéris dans le XXe siècle sont incomparables avec les périodes précédentes. Donc, le verticalisme peut bien supporter la croissance et peut bien produire des dégâts écologiques impensables. En effet, comme on l'a vu, la question écologique se pose entre la fin des années 60 et le début des années 70. L'RTD, les limits to growth, the population bomb, sont des... On a vu que le verticalisme peut être utilisé de manière phénoménale pour la croissance, hein, et pour produire des dégâts écologiques impensables. Hein. Donc, ce n'est pas simplement de passer au verticalisme. Et ce n'est pas que les valeurs... Oui, ce n'est pas que... Non, je pense que je vais finir, je vais finir avant. Et je ne pense pas que le verticalisme et que l'horizontalisme doit être complètement cassé. Pardon, c'est pas l'horizontalisme, les valeurs. Hein, les valeurs restent importantes. La lutte pour les valeurs est toujours nécessaire, hein, mais elle ne suffit pas. Il faut, de quelque manière, alimenter le régime vertical avec d'autres valeurs. Alors là, je pense que nous, on est dans... il faut nourrir la forme verticale avec les valeurs décroissantistes, on peut dire. Alors, nous, on est dans une période, dans une phase complètement différente, même si on n'a pas conscience de ça. Avec la naissance du néolibéralisme, il y a 40 ans désormais, il y a 40 ans déjà, aussi à gauche, on a épousé une posture horizontaliste. Non? Et donc, la lutte entre gauche et droite s'est faite sur une base, à l'intérieur d'un cadre horizontal. Hein? Et donc, nous, à gauche, on a revendiqué la multiplication des droits civils surtout. On a presque renoncé aux droits sociaux, mais quand même, donc, on s'est concentré sur ça. La lutte est restée à l'intérieur d'un cadre horizontal. Nous, on est déjà dans une époque verticale. Hein? On est dans une époque. Il ne faut pas choisir sur ça. Hein?
Et ce qu'on voit est que le verticalisme, comme se passe toujours, la droite arrive avant. C'est plus rapide, c'est ça. Elle a cette capacité. La droite arrive avant. Et donc, on voit partout s'installer des régimes verticaux. Une nouvelle droite qui est verticale. Et nous restons derrière à cultiver encore notre forme horizontale. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas renoncer à nos valeurs de gauche, à nos valeurs humaines, décroissantistes et tout ça. Mais il faut savoir qu'on est dans une autre époque et que la bataille est une bataille de verticalité. Comment construire la verticalité? Alors, je pense qu'il faut se dédier à ça, comme je l'ai dit hier, en renversant la formule précarisation mobilisante plus dépenses privées, avec la formule protection désactivante plus dépenses collectives. Qu'est-ce que ça veut dire protection désactivante? Eh bien, je pense que on a toutes les connaissances, toutes les techniques aussi, pour construire un verticalisme que j'appelle servile. Un verticalisme servile, un verticalisme fonctionnel. Qui correspond bel et bien aux anciens welfare states, si on veut, à l'État-providence, à l'idée que on sait comment le faire. Hier, j'ai parlé d'un ludisme métaphysique, le fait qu'on a volontairement détruit la machine qui nous permettait d'avoir une vie digniteuse. Eh bien, il faut abandonner le ludisme métaphysique, il faut reconstruire cette machine, à mon avis. On a tous les moyens pour le faire, et on a tous les moyens pour le faire en suivant des critères de compatibilité, de pleine compatibilité écologique. Pour assurer la survie, il faut une partie très petite d'énergie. Il faut... je sais bien que le discours ici on n'a pas parlé de bataille spécifiquement, de la question de l'énergie, et on en parlait avec cette différence entre énergie et ressources, parce que l'énergie peut être abondante en excès, mais les ressources sont quand même limitées dans une planète finie. Mais là, c'est une question de régulation de nos besoins. Ici revient la question du servile. Qu'est-ce que c'est le servile? Qu'est-ce que ça veut dire penser au nécessaire, satisfaire les besoins fondamentaux? Alors, je pense que la question de la survie va complètement... La question économique, l'économie va complètement soustraite au privé. Il faut abolir le marché. Abolir la possibilité que la production soit confiée à des sujets privés, même si ce sont des bons sujets privés. Je pense que toute la matière économique doit être soustraite aux individus et complètement gérée par le public. Démocratiquement, avec un contrôle très fort et tout ça. Il faut définir ensemble les besoins, et là, j'ai une idée peut-être autoritaire, ce que veut dire satisfaire les besoins fondamentaux de tout le monde, de chacun et de chacune, et doit être défini collectivement, et il faut tarer une machine qui arrive à satisfaire ces besoins et respecter les compatibilités écologiques, la possibilité, le renouvellement des ressources
renouvelables et la préservation des ressources, la limitation de la consommation des ressources non renouvelables. Okay? Alors, cela se fait si on a une verticalité absolue sur ça. Hein? La matière économique n'est pas une matière des individus, c'est une matière purement collective, comme on le fait ici. On décide qu'est-ce qu'on mange, qui fait quoi, et tout ça. Le modèle qu'on adopte ici, on peut l'adopter à une taille bien plus large. Il est possible techniquement. Et là, je ne renonce pas à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Okay. Le problème, ce n'est pas la technique. J'ai parlé contre la technique. Mais je parle contre la technique si elle est une technique aveugle. Hein? Mais là, je parle d'une technique qui est contrôlée socialement. Hein? Et je pense que, de ce point de vue, on a toutes les connaissances, tous les moyens organisationnels, de management, de gestion et aussi purement technique qui nous permet d'organiser la société en résolvant, comme on dit, en résolvant une fois pour toutes la question de la survie. Okay? C'est facile, on peut le faire. C'est facile. Okay? Oui, c'est facile. Nous, on doit s'occuper d'autres. On doit s'occuper de la souveraineté. Je l'appelle dépense. Protection des activants, ça veut dire que l'activation sur le plan économique, sur le plan de la recherche des ressources pour vivre est complètement abolie. De ce point de vue, nous, on peut nous désactiver en tant qu'individu. Hein? Donc, si le régime de croissance cherche continuellement l'activation individuelle à travers la stratégie de la particularisation, tu deviens un particulier. Et donc, si tu es un particulier, tu dois te mobiliser. Il faut poursuivre l'objectif contraire, opposé, c'est-à-dire désactiver les individus et le replacer sous le parapluie de la collectivité. Hein? Cette question n'est pas la tienne, n'est pas une question particulière, c'est une question de la généralité. C'est l'existence générale qui pense à l'existence. Hein? Et toi, comme individu, tu dois t'occuper d'autres. Hein? Donc, désactivation sur ce point de vue, l'activation individuelle pour la recherche des ressources est abolie, est interdite, complètement interdite. Et ensemble, on s'occupe de la dépense collective. Maximum de liberté individuelle dans la recherche du sens, et avec les autres, dans la créativité, dans la réponse à que faire de l'énergie excédente, c'est-à-dire de la liberté. L'énergie excédente, c'est ça, c'est la liberté. Une fois que j'ai le ventre plein, qu'est-ce que je fais? Hein? Où je canalise l'énergie que j'ai. Hein? Je me suis réveillé, je suis vivant, j'ai le ventre plein, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la question. Là, c'est la question, et c'est une question de dépense collective. Dépense collective, ça signifie qu'on peut faire comme certaines communautés prémodernes qui décidaient de détruire la dépense, de détruire l'excédent. C'est-à-dire de dire, oui, on est en face du néant, ce néant est insupportable, intolérable, alors qu'est-ce qu'on fait? On détruit la vue de l'excédent. On détruit la possibilité de faire et d'être. Hein? Là, c'est la pulsion de mort aussi de Sigmund Freud.
Nous, on a besoin de la pulsion de mort. Parce que le monde est insupportable, ontologiquement insupportable. Hier, on me posait la question de quelle est la nature humaine. Alors, si j'ai dit non, l'homme est capable de tout, il n'y a pas de nature humaine, mais moi, personnellement, j'ai une conviction profonde, c'est que notre ontologie est cette sorte de... On est plongé dans le néant. Okay? Je parle de là. Et là, je le prends aussi de Georges Bataille. Georges Bataille était complètement convaincu qu'on est plongé dans le néant. Et si on est plongé dans le néant, oui, si on est plongé dans le néant, on a différentes voies pour gérer cette condition tragique. La première voie, c'est la dépense bel et bien, la dépense dans son sens pur, c'est-à-dire la destruction de l'énergie. La destruction de l'énergie, c'est agir le néant. Le néant est un donné ontologique, on est plongé dans le néant, mais je m'en sors comment? Je m'en sors en mettant en scène la néantification, la nullification, en dramatisant la nullification, avec un rite collectif dans lequel je vais m'approprier. Ce n'est pas un donné extérieur, ce n'est pas quelque chose que je trouve et que je ne peux pas changer, mais la solution, c'est de dramatiser ça. Le théâtre sert à ça. Le théâtre, dans son sens plus profond, comme il est dans la forme dans laquelle il est analysé par Bataille, aussi la littérature et tout ça, c'est avoir affaire avec la mort. Et mastiquer la mort, c'est-à-dire élaborer la mort, et la mettre en scène, volontairement. Si la mort est quelque chose qui arrive et qui est inexplicable, insupportable, la seule chose que je peux faire est de la dramatiser, décider de mourir, parce que cela me donne autonomie, cela me donne une forme de dramatisation. Alors, vous pouvez dire, mais ça, ce sont des abstractions, des conneries. Oui, peut-être ce sont des conneries, mais là, on touche à la substance suprême. Et donc, il ne faut pas trop plaisanter avec ça. C'est quelque chose de vraiment sérieux. C'est-à-dire que je pense que les êtres humains... Sinon, si on est dans la seule souveraineté et on pense dire « Ah, la vie se suffit à soi-même et donc on peut vivre dans la vie pour la vie. Ce qu'il arrive et ce qu'on a vu aussi hier, qu'on ne sait pas quoi faire. Donc la violence, donc une sorte de autodilapidation. La dépense privée, c'est ça, c'est l'autodilapidation. Alors on peut choisir l'autodilapidation qui est une autodilapidation désespérée à une dilapidation collective qui devient un rite, qui devient une fête, qui devient une grande fête collective, qui devient belle, qui est la vraie souveraineté. Le sens de la souveraineté, c'est ça, la jouissance du monde dans l'instant, en sachant que c'est simplement dans l'instant qu'on peut avoir un moment de jouissance. Et puis il y a la mort. Donc l'érotisme, c'est quoi? C'est la petite mort. Et c'est ça, c'est la recherche de la petite mort à travers la jouissance, à travers la beauté. Il faut organiser ça, collectivement. C'est pas une question, il faut s'intéresser à ça, pas à l'économie. On sait comment le faire. C'est une question qu'on peut fermer une fois pour toutes. Et une fois qu'on l'a fermée, on n'aura pas la nécessité de croître. Parce que là, quels sont les besoins fondamentaux individuels?
Oui, c'est un plat de légumes et de pommes de terre, c'est ça, ok. La vie alors si on ne pense pas à la dépense collective, alors on commence à penser que la vie c'est d'avoir le saumon avec quelque chose de plus complexe, quelque chose que... Alors les besoins humains se dilatent, hein, vont devenir très larges, et donc on a besoin de croître pour ça. Donc la question économique, il faut la fermer une fois pour toutes. Hein, et il faut se dédier complètement à autre, à la culture, à la beauté et tout ça. Mais la dépense collective n'est pas simplement la destruction, car moi j'ai analysé dans le livre les différentes fonctions de la dépense. Hein, et là, je peux aller très loin dans l'exposition, mais je vous épargne ça. En effet, tous ensemble, on peut restaurer la politique, la vraie politique. La vraie politique, c'est la grande politique, c'est pas la gestion de la vie collective, le management de la vie collective, l'administration de la circulation. La politique aujourd'hui, c'est ça. Hein? Si on le voit à tous les niveaux, c'est quoi? C'est la gestion de la circulation, c'est l'administration de la vie collective. La grande politique, c'est décider ensemble ce que veut dire une bonne vie. Et donc, discuter à l'infini de ça. Là, je pense à une forme d'illimitation. Là, j'admets l'illimitation. Hein, parce que les possibilités de penser que faire de l'énergie excédente, que faire une fois que nous sommes libérés de nos besoins fondamentaux de reproduction biologique. Et là, les solutions peuvent être... Je ne me limite pas à ce que nous dit Bataille, parce que les possibilités s'ouvrent. Hein, c'est un ventail de possibilités qui sont infinies et inimaginables. Nous, on n'imagine plus qu'est-ce que c'est une vie bonne. On n'est pas appelé à penser, à élaborer, à discuter de ça. On a perdu l'habitude à faire ça, si jamais nous l'avons eu. Et donc, je ne vais pas trop loin sur ça. C'est l'idée que vraiment tous ensemble, on peut expérimenter des formes de vie différentes, plusieurs formes de vie. Là, la question de la taille, c'est importante, oui. La question, c'est toujours, oui, mais cela, on peut l'imaginer dans une petite communauté, mais comment on fait alors, pour la construction du verticalisme, le verticalisme que j'ai appelé servile, je pense que une grande taille assure une meilleure réussite. Et cela, c'est possible. On nous a dit que non, dans les systèmes complexes, c'est impossible de penser à une programmation centrale. Les étudiants, les chercheurs de la complexité, toujours nous ont dit qu'il faut laisser aux particules élémentaires pour avoir une meilleure réussite. Non, je pense que des systèmes complexes peuvent être gérés aussi centralement. Et l'intelligence artificielle nous donne cette possibilité, mais je ne reviens pas sur ça. Donc, le verticalisme servile, à mon avis, marche aussi sur la grande taille. Hein? Le verticalisme souverain, ce que j'appelle verticalisme souverain, je rappelle verticalisme souverain parce que, comme on l'a vu dans l'État-providence, l'État-providence se limitait à fournir les moyens matériels pour vivre, okay? Et penser que n'était pas question publique que la question du sens. Alors, donc le verticalisme est purement fonctionnel, purement servile.
ici, j'ai dit, il est nécessaire un verticalisme souverain, c'est-à-dire que la collectivité doit s'occuper du sens. Mais non de l'eau centralement, comme je l'ai dit, créativité illimitée, horizontalement. Hein? Là, l'horizontalité va s'épanouir. Et là, on peut décider les formes, c'est-à-dire les formes de confédération entre communautés. Il y a beaucoup de possibilités là aussi. J'ai essayé d'écrire quelque chose sur ça, mais c'est encore un embryon. Quand même, je pense que il est possible de chercher, de trouver des solutions qui concernent aussi la taille. Hein? Oui, j'arrive. La taille. Et donc, de trouver des formes de confédération, de fédération entre communautés locales dans lesquelles devient possible la discussion collective, parce que la discussion collective ne peut pas nécessairement être conduite dans des cercles limités. Et mais on peut changer de cercle aussi. On peut circuler, on peut faire comme ça, on peut organiser aussi la circulation des hommes dans le monde, des êtres humains dans le monde. Hein? Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais je me casse. L'important, c'est le principe fondamental, la protection des activants, plus la dépense collective. Je pense qu'il faut complètement renverser la formule qui, notamment, est hégémonique dans ce système, le dispositif de précarisation mobilisante et de dépenses privées, qui nous donne une vie désespérée. Je pense que nous, on est dans une condition de désespération parce qu'il faut toujours penser à les moyens de vie, parce qu'il faut toujours se auto-dilapider. Et donc, je pense qu'il faut complètement renverser ces coordonnées et on peut le faire à partir de nous, de nos valeurs, en préservant notre patrimoine de gauche, on peut dire, mais en sachant qu'il faut nous-mêmes sortir de l'horizontalisme. Et pour trouver une autre forme d'horizontalisme qu'on a vu, qui est en tout cas finalisé à construire une verticalité. Et donc c'est ça.